Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Édouard Husson pour parler de tout un tas de choses hautement importantes. Alors oui, évidemment, vous êtes assez connu dans l'aréopage des penseurs des questions internationales. Vous êtes un universitaire normalien, agrégé d'histoire. Vous avez été vice-président de Paris Sciences et Lettres. Oui. Vous avez aussi dirigé le SCP Europe. Vous avez évidemment écrit moult choses. Vous avez collaboré assez longtemps quand même avec le Courrier des Stratèges. 4 ans. 4 ans, voilà, donc c'est quand même assez long. Vous avez fait des milliards de choses que je ne vais pas toutes lister. Ça deviendra ennuyeux. Voilà. Alors, l'actualité, en revanche, votre actualité, c'est effectivement un institut de géopolitique, Brennus. Oui, quand la guerre d'Ukraine a commencé, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient perdus, qui disaient que le monde n'était plus prévisible. Et j'ai une collègue autrichienne à qui j'ai proposé, parce que ça l'intéressait, elle avait un projet un peu similaire, de créer un institut donc, qui est basé à la fois à Paris et à Vienne. Et nous accompagnons effectivement des entreprises qui veulent décrypter leur environnement. Nous les aidons à mettre la cartographie de leur activité dans une cartographie géopolitique. Très bien. Et puis, alors ça nous a occupés là pendant 2 ans. Il y a des choses qui fonctionnent bien, je pense maintenant. Et maintenant, on a un nouveau projet qui est de créer des formations à la diplomatie et aux relations internationales. Et en particulier parce qu'il y a une fonction qui est en train de se répandre dans les entreprises, qui est celle pour parler en bon français, de Chief Geopolitical Officer. Il n'y a pas de formation pour ça. Et donc, l'idée, c'est d'inventer quelque chose, en fait. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Ah oui, pour former les futurs directeurs géopolitiques. Voilà, exactement. Parce que nous, on peut dire qu'on est déjà potentiellement des très bons directeurs géopolitiques. Voilà. Mais il faudrait faire la génération d'après. Il faut former la génération d'après et en profitant des liens avec un certain nombre de pays qui sont l'avenir pour nous, en particulier en Asie. OK. Donc ça, c'est important, c'est actuel. Et puis, vous avez à la fois une chaîne sur Substack et sur YouTube. J'ai mon blog sur Substack qui s'appelle Édouard Husson Libre Propos, où je publie 4 à 5 articles par semaine. D'accord. C'est sur abonnement parce que il faut effectivement rémunérer le temps que j'y passe. Oui, bien sûr. Et puis j'ai une chaîne YouTube qui porte le même nom, qui s'appelle Édouard Husson Libre Propos. On ne peut pas vous manquer, en fait, ça va. Normalement, non. Normalement, on tombe sur vous, on retombe sur vous. Voilà. Bon, très bien. Bon, vous avez évidemment libre propos, libre penseur. Et donc, vous avez forcément, un peu comme moi et un peu comme quelques autres, une mauvaise réputation, entre guillemets, c'est-à-dire d'être un être peu contrôlable qui dit ce qu'il pense et qui ose analyser les choses selon un prisme large. Pour moi, c'est la définition du français. Oui, mais il y en a quand même un certain nombre qui ne correspondent plus à cette définition, qui pourtant dans les milieux dirigeants, ce qu'on appelle les élites ou je ne sais pas quoi, et effectivement, il n'y a plus beaucoup de Français. Voilà. Bon, donc, tout ça pour dire qu'on a mauvaise réputation l'un comme l'autre, mais que ça me fait d'autant plus plaisir de vous avoir aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir parler, alors évidemment, comme vous êtes spécialiste de l'Allemagne et aussi des questions européennes quand même, il va falloir qu'on parle de l'Europe. Bien sûr. Mais au moment où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire au début de la semaine, nous sommes aujourd'hui samedi, le moment où vous la regardez, mais c'est fait le lundi, évidemment, depuis ce week-end, il y a eu un coup de tonnerre, non pas dans un ciel bleu, mais enfin un coup de tonnerre, avec le lancement de l'opération américano-israélienne contre l'Iran. Bon. Oui. Et peut-être serait-il bon, alors évidemment, entre le lundi et le samedi, il peut se passer énormément de choses, mais néanmoins, il y a quand même des lignes déjà, à mon avis, quand même de force
qu'on peut voir se dessiner. Et puis vous en avez parlé comme moi aussi d'ailleurs depuis quelque temps, parce que ça montait en tension quand même. Donc voilà, j'aimerais savoir un peu, vous pouvez commencer, j'allais dire, selon l'angle qui vous plaît. J'aimerais savoir comment vous voyez les choses là, au stade actuel, après 2 jours d'offensive, après quand même un certain nombre, alors une espèce de frappe dite de décapitation, qui a un peu décapité, mais pas non plus beaucoup, vu la structure institutionnelle, gouvernementale et propre à l'Iran, qui est spécifique, mais qui est assez solide, a priori. Et puis la riposte, enfin les représailles qui ont été lancées, tous azimuts, même si ça suit quand même un ordre assez visible, et qui mettent les États-Unis peut-être face au risque de mal gérer le temps, de mal gérer aussi les stocks d'ailleurs, et de se retrouver pris dans un piège d'une certaine façon. Alors l'ont-ils voulu ? Est-ce que Trump est entré dedans des 2 pieds? Est-ce que il s'est laissé engager, entraîner, qu'il n'a pas pu dire non? Et comment va-t-il s'en sortir surtout? Ça, je pense que lui-même ne le sait pas. Alors, juste quelques points de repère, puis après j'imagine qu'on va discuter un peu plus en détail. Mais d'abord, j'avais fait le 18 février un article d'anticipation. Alors je ne disais pas si la guerre aurait lieu ou elle n'aurait pas lieu, parce que je ne considère pas que les géopoliticiens doivent être Madame Soleil ou Madame Irma, comme selon le choix de votre astrologue. Mais en revanche, je disais que il n'y aurait à l'étude de la guerre des 12 jours, donc la guerre qui s'est déroulée en juin dernier, et où c'est plutôt Israël qui a attaqué largement, avec simplement une nécessité pour les États-Unis d'intervenir pour stabiliser la situation et précipiter un cessez-le-feu, pour une raison assez simple, qui n'a pas été assez discutée d'ailleurs chez nous, c'est que les missiles iraniens avaient commencé à faire de gros dégâts en Israël, en particulier à Haïfa, à Tel Aviv et à Beersheva. Et donc, mon article disait simplement, ça serait irrationnel, c'est un gros risque, parce qu'il est plus que probable que la situation se répète, d'autant plus que les Iraniens ont eu des mois pour améliorer leur stratégie de frappe de missiles. Et puis, il semble, mais là encore on est un peu dans le brouillard aujourd'hui, il semble que la Chine mette un certain nombre de moyens électroniques de détection de radar pour les frappes américaines ou israéliennes. Même si là, c'est silence radio et pour cause, mais on en a parlé avant. Donc je disais, c'est irrationnel ça serait irrationnel, mais on sait bien que si la politique internationale était rationnelle, moi-même comme historien, j'aurais pas grand-chose à écrire. Que s'est-il passé? Alors, je reviens pas sur ce qui est dit souvent, c'est-à-dire le poids d'Israël dans les choix politiques américains, d'autant plus que, de mon point de vue, Trump a toujours eu des relations très difficiles avec Netanyahou. Et donc, je ne pense pas que, contrairement à une image un peu cliché, il soit le toutou de Netanyahou. Et non, je pense qu'au contraire, entre les deux, il y a souvent eu des désaccords. Alors, un deuxième motif qui peut être invoqué, qui est celui de l'affaire Epstein ou Epstein, je ne prends pas parti dans cette querelle de prononciation. Mais il se trouve que quand même Trump est un de ceux qui a le plus fait contre Epstein dans les années passées pour que l'affaire aille devant la justice. Donc là aussi, ça ne me convainc pas vraiment. Moi, il y a quelque chose que je suis depuis plusieurs mois, qui est l'échec de la première année de Trump du point de vue de la guerre économique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup espéré du fait de ses tarifs douaniers. Il a beaucoup espéré aussi un choc psychologique qui ramènerait les investisseurs aux États-Unis. Et le résultat est très mitigé. Mais en plus, la Chine
qui a répondu de manière extrêmement silencieuse et intelligente en continuant ce qu'elle avait déjà commencé sous Biden, qui était de contingenter les exportations de terres rares et d'un certain nombre de matériaux indispensables pour l'industrie de défense américaine, mais pour l'industrie américaine en général, puisque les Américains ont arrêté en fait industriellement de transformer les terres rares. Ils ont vidé leur stock pour des raisons bassement financières, et donc la Chine a, de mon point de vue, mis Trump, alors pas échec et mat, mais en échec au roi. Et donc, j'avais analysé comme ça l'épisode tragicomique du Venezuela, en disant Trump a perdu avec ce qui était sa stratégie, qui était une stratégie de la guerre commerciale, de la guerre économique, et du retour des investissements aux États-Unis, et donc il revient finalement à une bonne vieille méthode américaine qui est de faire peur, de faire la guerre, et en même temps, quand on regarde bien, il y a une certaine logique dans ce qui se passe, c'est-à-dire que un des gros problèmes pour les États-Unis, c'est la dédollarisation. C'est le fait que le pétrole soit de plus en plus vendu en autre chose que du dollar. Et donc, remettre la main au moins partiellement sur le pétrole vénézuélien, en tout cas expulser la Chine des flux de pétrole vénézuéliens et essayer de l'expulser des flux de pétrole iraniens, parce que c'est bien ça l'objectif. C'est beaucoup plus important, d'ailleurs. Disons qu'il y a une cohérence, il y a une logique dans tout ça, avec un dernier élément que je vois, qui est que Trump, évidemment, il est arrivé avec le bilan désastreux que lui laissait Joe Biden, et en particulier la constitution des BRICS. Et donc on voit bien que ce qu'il fait, il a attaqué le Venezuela. Xi Jinping avait dit à Maduro, nous avons une amitié de fer. On n'en a pas vu grand-chose. Et là, l'Arabie Saoudite, elle est quand même très mise sous pression par les Américains et les Israéliens, alors que jusque-là, on se disait qu'elle allait doucement vers les BRICS. Mais l'Iran est membre des BRICS, et les Émirats arabes unis aussi le sont. Et donc, on voit bien comment, de ce point de vue-là... Voilà. L'affaire, là. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va dire qu'il y a bien une forme de rationalité derrière. La question, c'est que ça marche si les États-Unis gagnent la guerre. C'est ça. Oui, léger petit point accessoire, en fait. Voilà. Non, mais bien sûr. Alors moi, je vois aussi le fait que... Enfin, deux choses. D'abord, qu'il y avait en cours, et aussi grâce à la dynamique des BRICS, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, effectivement, on voit bien que là, la pression se remet sur le Royaume, mais que le Royaume, là, ils viennent d'augmenter un petit peu les quantités de pétrole au sein de l'OPEP+, donc avec la Russie. Donc l'Arabie Saoudite reste quand même assez centrale, en tout cas dans les pions, dans les pays qu'il s'agit pour les uns ou pour les autres de garder possiblement dans sa sphère, ou en tout cas de ne pas permettre à l'autre de contrôler exclusivement. Bon. Et puis deuxièmement, ce que je vois, moi, c'est une différence, à mon avis, dans les objectifs possibles de frappes américaines, à la fois dans leur ampleur et dans l'objectif final, entre Israël et les États-Unis. Parce que les États-Unis, quelles que soient les pressions, et elles ont été très puissantes, même s'il y a eu un décalage de 15 jours, parce qu'ils n'étaient pas encore prêts, etc., et que même Israël a dit non, attendons un petit peu. Mais maintenant, effectivement, c'était le moment de le faire, avant que les Iraniens ne se renforcent trop non plus, parce que je pense que chaque semaine et chaque mois qui passait les rendait un peu moins vulnérables les Iraniens à des frappes de... Et voilà, tout le monde savait. Et ils ont bénéficié de 15 jours de plus pour renforcer leur dispositif. En même temps, ils sont retombés dans le même piège de la fausse négociation qui ne sert à rien, une forme de couverture. Donc, Trump, il voulait quelque chose de spectaculaire, de rapide, de décisif, ce qu'ils appellent la frappe de décapitation du régime. Mais je pense qu'Israël veut plus. Israël veut peut-être briser l'Iran, casser l'Iran, détruire vraiment l'Iran.
Et de ce point de vue-là, la façon dont les Américains rentrent dans ce jeu-là, militaire, et le caractère un peu aléatoire de l'issue de tout ça, on va voir là dans les semaines qui viennent. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus du point de vue américain. Parce qu'ils ont aussi des limites. Ils ont des limites, même si ça paraît incroyable de dire ça, mais ils ont des limites en termes d'intercepteurs, ils ont des limites en termes de missiles, ils ont des limites... Vous avez prononcé tout à l'heure le mot-clé qui est le mot stock. Oui. En fait... tout va se jouer sur les stocks de part et d'autre. Mais absolument. Il semble que les stocks américains soient moins fournis que ce que certains pensent. En tout cas, on a vu des inquiétudes du Pentagone, exprimées par le Pentagone. On a vu aussi des inquiétudes exprimées par Israël à plusieurs reprises, se plaignant de ce qu'il y a des armes qui sont envoyées à l'Ukraine plutôt qu'à eux. Mais je veux dire, les États-Unis du temps de Roosevelt, ils auraient eu de quoi alimenter deux conflits. Oui, mais tout a changé depuis. C'est ça, tout a changé. Mais c'est une logique. L'autre grande question, et ça je défie qui que ce soit de donner une réponse définitive, parce que je pense que c'est le secret iranien le mieux gardé, c'est les stocks. L'ampleur du stock balistique. Les stocks de drones et les stocks de missiles et leur capacité de production aussi. Parce qu'ils ont des usines souterraines, ils produisent, mais à quelle vitesse renouvelleront-ils des stocks Larijani a dit par défi, nous pouvons faire la guerre pendant 20 ans. Mais pour moi d'ailleurs, je pense que parce que les Iraniens envoient, comme tout le monde, ils envoient des signes, 20 ans c'est la durée de la guerre d'Afghanistan. C'est vrai. Donc c'était une façon de dire, vous pouvez réduire ce pays à néant, nous on sera toujours là et vous devrez en partir, quoi. Mais plus sérieusement, à partir du moment où effectivement la guerre dure plus que quelques semaines, là ça devient très dangereux. D'une part pour Israël, parce que les destructions en Israël seront massives. Au moment où on se parle, lundi en début d'après-midi, la question se posait d'une frappe qui aurait touché une réunion où se trouvait Netanyahou. Donc c'est pour dire que du point de vue de la guerre psychologique, mais ça bat son plein. Mais le fait que les Iraniens puissent se permettre ce genre de questions et que les réseaux sociaux les reprennent montre bien que y a un combat on s'y attendait pas quand on n'avait pas observé la guerre de l'année dernière, mais il y a un combat qui pour l'instant est mené d'égal à égal dans la capacité à porter des coups. Tout à fait. Et il semblerait en revanche qu'il y ait un directeur de cabinet de Netanyahou qui a été tué. Alors, s'ils se mettent à faire ce que font les Israéliens depuis longtemps, c'est-à-dire dégommer des figures. Peut-être que quand vous regarderez cette émission, la nouvelle aura été contredite, ou bien il y en aura eu une autre plus étonnante. Oui. Mais donc ça, on parle au moment. Et il ne s'agit pas d'analyser la guerre, d'autant plus que je pense qu'il faut attendre que la poussière retombe. Les premiers jours d'une guerre on peut discerner des petites tendances, mais ça n'est jamais, ça n'est jamais définitif. C'est pas encore la cristallisation. Non. En revanche, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on n'en parle quasiment pas. C'est on va dire les fissures aux États-Unis. C'est-à-dire que d'une part, on va dire les notables de la base MAGA, les gens qui ont accompagné Trump depuis 10 ans, 15 ans ou un peu plus, en le poussant à entrer en politique, ils sont absolument furieux. Et moi, j'ai même eu des échanges avec certaines personnes que je connais qui sont dans la rupture. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est fini. Il n'y aura pas de pardon pour Trump. Et la seule question, ça va être de savoir ce qui se passe aux midterms, et puis surtout, qui va être le candidat en 2028. Donc moi, je l'ai entendu, ça, ce week-end, je l'ai entendu de gens qui sont dans les réseaux MAGA. Et quand je dis dans les réseaux MAGA, c'est en fait au sein du Parti républicain, avec de l'influence, avec une influence réelle. Donc ça c'est important. Puis alors, d'autre part, il va y avoir aussi la question de la loyauté de l'appareil d'État à Trump.
puisque cet appareil d'État s'était rallié à lui, c'est sa grande réussite pour être réélu. Or là, il semble quand même que ça branle dans le manche au Pentagone et ça tiraille de tous les côtés. Parce que, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, ils sont partis dans cette guerre, je dirais pas la fleur au fusil, mais si, la fleur au fusil. C'est à peu près ça. Et si jamais ça tourne mal, ou du moins à la guerre d'attrition, si ça dure trop longtemps, si les dommages infligés par l'appareil des gardiens, en fait, si ça ne se passe pas comme on le leur a vendu, ou comme on l'a vendu, en tout cas à Trump aussi, parce qu'on lui a vendu une relative facilité, vu l'énormité, n'est-ce pas, le gigantisme des déploiements qu'il arrivait à mettre en œuvre, qu'on mettait en œuvre pour lui face à l'Iran. Il a pu s'imaginer que... Voilà, parce qu'il y a aussi toutes les illusions à l'occidental, c'est-à-dire la personnification ultime des leaders, c'est-à-dire, voilà, on tue Khamenei, tout s'effondre. Ben non, tout ne s'effondre pas, parce que le système n'est pas fait comme ça. Le système iranien n'est pas fait comme ça, et la défense, d'ailleurs, n'est même pas faite comme ça. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran, mais je suis frappé de voir tous ces messages qui viennent progressivement d'Iran, disant très simplement, et c'est les faits ça, Khamenei ne s'était pas réfugié dans un bunker, il était chez lui, on lui avait demandé de prendre plus de mesures pour sa sécurité, il avait dit non, il n'y a pas de raison, à ce moment-là il faudrait mettre tous les Iraniens à l'abri comme moi. Bon, c'est une éthique du pouvoir, hein, je veux dire, je sais qu'on dit beaucoup d'horreurs sur lui par ailleurs, on le critique beaucoup, mais en tout cas là, c'est un dirigeant qui restait proche de son peuple, et moi, je lis certains Iraniens qui disent il s'est sacrifié. Oui. Et dans l'histoire du chiisme, ça a, d'après ce que je peux comprendre, et les vrais spécialistes de l'Iran me pardonneront, mais je pense que je dis quand même moins de bêtises que la plupart de nos experts sur les plateaux de télévision. Ah bon ? Et donc, il a, en fait, il s'est sacrifié pour assurer la cohésion de la nation. Et de ce point de vue-là, je lisais un commentateur iranien ce matin qui disait, en fait, c'est presque comme s'il avait tendu un piège à Trump et Netanyahou, qui ont sauté dedans à pieds joints. Ça y est, ils ont décapité le régime. Sauf que on peut dire que si on avait laissé les choses aller à leur terme, il est probable que on aurait eu du mal à remplacer cet ayatollah vieillissant qui avait près de 90 ans avec un régime assez sclérosé par certains aspects, très durement touché par les sanctions, avec une dose de corruption. Et là, alors, j'ai cru comprendre que le candidat le mieux placé pour lui succéder, c'est son fils. Ah non, mais c'est plus son fils. Non, c'est un autre. Bon, alors en tout cas. Non, mais ça y est, c'est fait. Il est nommé. Bon, donc il a été nommé. Alors on a parlé de son fils à un moment. Ce qui était assez malin face à la dynastie Pahlavi de dire, vous savez, nous aussi, on a nos dynasties. Hein. Mais alors ça nous amène à quelque chose, je crois, qui a été totalement sous-estimé par les Occidentaux, c'est que l'Iran, c'est une vieille nation, même si elle a eu des formes successives. Et puis c'est une des nations qui a inventé la diplomatie, en plus du jeu d'échecs. Absolument. Et donc, on les a totalement sous-estimés, je pense. Oui, alors eux, ils ont peut-être péché par excès de confiance aussi, parce que cette affaire quand même de rente de négociation perpétuellement en cours et au piège desquels ils sont pris, parce que les attaques se produisent en pleine négo, soi-disant, sous toujours les mêmes prétextes, c'est-à-dire si vous ne vous soumettez pas finalement au niveau où on attend votre soumission, votre capitulation, on considère que les négociations ont échoué, ce que j'avais dit un peu la semaine dernière dans ma mondoscopie, et à partir de là, tout est possible et tout est légitime, entre guillemets. Parce qu'il y a aussi la question de la légitimité. Alors, je ne parle même pas de la légalité internationale, parce que là, on est quand même très très loin, mais de la légitimité. Alors, on voit que Trump et son secrétaire à la Défense, son secrétaire d'État tout court, son ministre des Affaires étrangères, sont dans une espèce de litanie de toutes les attaques iraniennes depuis 40 ans. Enfin, ils essaient d'inscrire finalement cette action comme
la nécessaire et ultime, enfin il fallait absolument faire ça parce que ça fait trop longtemps que ça dure et ça fait trop longtemps que l'Iran menace les États-Unis. Mais concrètement, c'est quand même un peu difficile à défendre à partir du moment où vous commencez à bombarder un régime avec lequel vous êtes soi-disant en train de négocier. Sans, bien sûr, alors là, le Conseil de sécurité, on a vu la réunion qui s'est produite hier, ou avant-hier déjà, je ne sais plus. Avant-hier, samedi soir, au premier jour de l'offensive, où là, tout le monde s'est couché, en fait, devant les États-Unis, sauf bien sûr, les Chinois, les Russes, etc., mais tous les Européens, enfin, tout le monde a dit, bah oui, il faut que l'Iran arrête Il faut qu'ils arrêtent de riposter. Il ne faut pas se défendre. Non, il ne faut pas se défendre. Non, mais alors, vous avez entièrement raison. Une toute petite remarque sur ce qu'on disait avant, c'est vous qui parliez de cette forme de naïveté ou de... j'ai lu hier un article extrêmement intéressant. Je ne saurais plus vous dire de qui parce que je lis beaucoup de choses en ce moment. On lit beaucoup de choses en ce moment et c'est ce qui est merveilleux sur Internet, c'est qu'on a une information qu'on peut croiser, vérifier. C'est un auteur, je pense, iranien, qui expliquait que la génération de Khamenei et tous ceux qui étaient en place et ceux qui ont été en fait tués par les frappes, ce sont des gens qui avaient joué un rôle, y compris comme officier à l'époque, dans la guerre contre l'Irak, dans les années 80. Et ça a été une guerre atroce. Terrifiante, on a complètement oublié ça, avec l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak. Et donc, cet auteur disait de manière très intéressante, ces gens sont... en fait... conseillaient toujours la prudence et la diplomatie, parce qu'ils en avaient un petit peu, alors sans aller jusqu'à dire que c'était comme la logique d'apaisement dans les années 30 des Français qui avaient tellement donné pendant la Première Guerre mondiale, mais on voit bien le type de psychologie. C'est quand même recommencer la guerre. Essayons de ne pas y arriver à ça. Ouais. L'auteur disait, alors la dernière partie de l'article est très intéressante, parce que l'auteur dit, mais là, tous ces gens-là sont morts. Maintenant, merci les Américains et les Israéliens, disait-il ironiquement, parce que la génération suivante, elle n'a pas du tout ces scrupules et elle a envie de se battre. Et il se peut que les Américains et les Israéliens, en fait... Finalement, soit tirer une balle dans le pied. Voilà, et fait quelque chose de totalement contre-productif de ce point de vue. Alors, c'est vrai que quand on regarde celui qui est en place Larijani, lui, il est encore de l'ancienne... Il est un peu de l'ancienne, mais il a toujours été connu pour son énergie et sa capacité à se confronter avec les Occidentaux. Il avait été d'ailleurs chef de la délégation qui négociait sur le nucléaire dans les années 2000, jusqu'à ce qu'on mette un plus modéré de mémoire parce qu'on allait vers un accord avec Obama. Mais Larijani, c'est un dur. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les malins, c'est comme à propos de la Russie, on dit « Ah, si on pouvait se débarrasser de Poutine », mais vous en aurez un bien plus dur après. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'aveuglement de pays occidentaux qui, en fait, n'ont plus de formation à la hauteur pour leurs dirigeants, qui, en fait, n'ont jamais connu, dans les dernières décennies, de vraies guerres, parce que les États-Unis ont mené des guerres asymétriques, théâtrales, sauf que les États-Unis n'ont jamais fait la guerre quand il y avait un vrai adversaire en face. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils sous-estimaient autant la Russie qu'ils ont laissé se déclencher la guerre d'Ukraine. Il y a une énorme erreur de jugement. Donc, je pense qu'on a oublié, on ne sait plus, et ça explique que, pas simplement aux États-Unis, mais aussi en Europe, on est des gens qui sont complètement dépassés dans ce qu'on voit sur les réactions. Oui, alors, et puis alors, surtout, là, on est en train de se laisser entraîner, nous, avec notre porte-avions qui est en train de cingler jusque vers le Golfe. On est sur le thème, il faut protéger nos alliés arabes qui seraient attaqués par l'Iran, qui sont attaqués par l'Iran. Alors, à travers les bases américaines, à travers les emprises américaines, à travers les intérêts américains, en fait, dans tous ces pays. Bien sûr. Donc, ils sont tous en train de se rendre compte que finalement, ils étaient des proxys. Ou israéliens.
Ou israéliens, parce qu'il y a des pardon. centres du Mossad aussi qui ont été touchés. Qui ont été tapés, oui. Donc, et les bases américaines. Donc là, nous, on vient en supplétif de supplétif, finalement. Oui, bien sûr. En supplétif de supplétif, je ne suis pas certaine que ce soit encore une fois la chose à faire, mais évidemment, quand on entend le discours de notre représentant à l'ONU, moi, ça m'a scié. C'est-à-dire, il n'y a rien, personne n'a osé lever un œil, un sourcil pour dire, quand même, c'est une agression blatant en anglais, enfin, manifeste, direct. Bien sûr. Qui ne s'appuie sur rien, puisqu'en fait, encore une fois, théoriquement, bon alors là, je dois dire que l'ONU, elle est quand même mal en point, et le Conseil de sécurité aussi, mais théoriquement, il faut quand même invoquer le chapitre 7, il faut une menace contre la paix et la sécurité internationale, il faut une décision du Conseil de sécurité. Enfin, on ne peut pas, a priori, en tout cas légalement, lancer comme ça, sauf en légitime défense. Mais encore une fois, il faut prouver éventuellement une attaque sur des intérêts américains ou israéliens directs, immédiates, qui justifieraient ça. Donc là, on est dans le nouveau monde. Oui, alors, ce qui est intéressant dans la stratégie de frappe iranienne, c'est qu'en fait, effectivement, et ça, je crois que ça a surpris, ils se moquent des frontières. Oui. Mais ils avaient prévenu. Ils avaient prévenu. Mais est-ce qu'ils le feraient? C'était la question que tout le monde se posait. Et ils se moquent des frontières et en fait, ce qu'ils dessinent, c'est le fait que leurs adversaires, ce ne sont pas des nations, c'est un empire. Et donc, ce sont les bases américaines, c'est Israël qui, en fait, se comporte plus comme le membre d'un empire que comme une nation autonome indépendante. Sans les bombes américaines, sans l'argent américain, Israël ne peut rien faire. C'est une nation souveraine sur le papier, mais qui n'est pas indépendante du point de vue de ça, et qui n'est pas autonome du point de vue de ses capacités. Et puis, les États du Golfe, qui commencent à payer très cher leurs ambiguïtés, leurs complaisances, le fait qu'ils ont tout misé sur leur richesse, et qui se sont par ailleurs effectivement fait rémunérer pour les bases américaines sur leur sol. Sauf que là, c'est intéressant puisque une logique qui était celle de la mondialisation heureuse, des flux financiers, et tout d'un coup, on voit revenir, là c'est flagrant, les frontières, les rapports de force, la guerre. Et c'est la grande leçon. Alors, on sourit quand on voit ces gens assez riches qui s'étaient installés à Dubaï ou à Abu Dhabi pour être tranquilles. Il y a des tas de plaisanteries sur les réseaux sociaux, des gens qui proposent leurs services, comment partir sans payer trop cher, etc., en passant par le désert d'Arabie Saoudite. Mais c'est de la blague, mais sur le fond, ça nous dit quelque chose de très profond. C'est que c'est définitivement la fin de la mondialisation fondée sur le capitalisme financier. Je pense que ça ne veut pas dire que le monde va se refermer, mais on va inventer autre chose. Est-ce qu'on ne va pas revenir à un affrontement nord-sud? Est-ce qu'on ne va pas... Parce que là, si on regarde un peu dans l'histoire, finalement, tout ce que l'Occident, enfin les Anglais... Et les Français, d'ailleurs, à l'époque, avaient voulu faire avec Sykes-Picot, tout ça se révèle complètement artificiel, en fait. Oui, bien sûr. Parce que finalement, tous les États qui avaient une espèce de personnalité, même si au départ les frontières avaient été tracées à la règle et à l'équerre, ou au compas, tous ces États les plus puissants et les plus riches, et donc les plus gênants, ont été brisés. Il reste l'Iran, en fait. Il reste l'Iran. C'est l'État qui, lui, n'a pas été tracé par Sykes-Picot, mais qui est cohérent, C'était congruent. le vrai État-nation de la région. Voilà. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver à pétarder tout ça, finalement, et avoir... est-ce que ce n'est pas ça l'idée américaine, même à travers les projets de Grand Israël, même à travers... Je pense que quand on voit que l'Iran est le carrefour de routes essentielles, le One Belt, One Road chinois, et puis le corridor nord-sud,
Tout à fait. qui doit joindre la Russie à Et l'Inde. l'Inde, ouais. On comprend bien, et de ce point de vue-là, je vois bien la rationalité chez Trump, d'autant plus que Trump, en fait, n'a pas compris pourquoi la Russie n'a pas signé la paix pendant la première année de guerre. En fait, je pense que, d'abord, les informations qu'on lui a données, mais le chef est toujours responsable des informations qu'on lui donne en dernier ressort, mais ne lui ont pas fait comprendre l'ampleur de la défaite ukrainienne sur le terrain. Ça paraît. Oui, Ça paraît. Mais d'autre part, je pense qu'en fait, le problème de Trump, qui est américain jusqu'au bout des ongles, et là je parle de culture politique, c'est qu'il n'a jamais voulu traiter la Russie d'égal à égal. Ben oui, mais c'est ça. Et il était persuadé que Poutine avait besoin de lui. Mais Poutine n'avait pas besoin de lui. Non. Poutine, au contraire, c'est lui qui avait besoin de Poutine pour entrer, pour avoir son prix Nobel de la paix, en fait. Déjà. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il en veut beaucoup à Poutine et aux Russes de ne pas avoir arrêté la guerre pour lui, Trump, pour qu'il ait son prix Nobel de la paix. Je suis ironique, mais il y a de ça. Et donc, je pense que l'idée qu'en détruisant l'Iran, on détruit non seulement un des débouchés des nouvelles routes de la soie, mais qu'en plus, on empêche le corridor nord-sud, chez Trump aussi, c'est très important. C'est très important. Ouais. D'ailleurs, il a proposé son propre corridor lui-même. Oui, la trip. Oui, mais ça veut dire d'abord qu'il a brisé les deux autres. Et les deux autres projets. Et donc, je pense qu'on est là, effectivement, on est dans un jeu de puissance. Les États-Unis sont en déclin, mais ils ont encore des capacités de réagir, sauf que la population américaine n'en peut plus. Et que nous rationalisons ça. Et peut-être que certains Américains nous diraient ah oui, c'est ça, mais alors pourquoi est-ce que le président Trump ne nous l'explique pas? Ouais. Et en fait, ce qui occupe le devant de la scène, c'est l'idée. Alors le débat chez MAGA, c'est est-ce qu'on est dans America First ou Israel First? Oui, mais imaginons effectivement qu'elle n'en puisse plus, que les midterms soient un désastre, qu'ils subissent une procédure d'impeachment pour avoir lancé tout ça sans même l'accord formel du Congrès, qu'ils perdent les élections, qu'il n'y ait pas de républicains aux prochaines présidentielles américaines. Mais d'une certaine manière, est-ce que finalement les néoconservateurs à l'ancienne, parce que là, ils mènent quand même une politique précisément qui n'est pas MAGA, mais qui est néoconservatrice. Est néoconservatrice. Donc si derrière... Lindsey Graham qui fait l'éloge de Trump, je dirais, j'ai des amis américains qui en sont malades, qui disent mais il va finir là. Oui, mais donc ça veut dire qu'il a été totalement repris en main, d'une manière ou d'une autre, par tous ces mouvements, y compris contre son propre intérêt politique et ce qui avait fait son retour au pouvoir, c'est-à-dire un autre discours, une autre manière de voir le déploiement de puissance américain, et cette idée de la paix, cette idée d'arrêter les projections lointaines, complètement inutiles et désastreuses. Mais si derrière, il y a un pouvoir démocrate dans 2 ans, aux États-Unis, je pense ça ne va pas améliorer. On va rester sur les fondamentaux de la politique extérieure américaine. Je ne suis pas sûr. Non ? Je ne suis pas sûr. Parce que je dirais que dans tous les cas, la vertu de Trump aura été de faire sauter les cadres. Dans tous les cas. Oui. Parce que même là, si le Parti républicain explose parce qu'il n'a pas tenu ses engagements MAGA, à ce moment-là, par défaut, les démocrates peuvent revenir au pouvoir, mais les démocrates eux-mêmes, il y a un rapport interne qui n'a pas été publié, mais que certains militants ont fini par arracher et par lire, qui dit que Kamala Harris a beaucoup perdu sur la question de la guerre de Gaza. Parce qu'elle n'a pas voulu trancher. Elle a voulu ménager les deux côtés de son électorat, l'électorat très pro-Israël et l'électorat musulman qui aurait voté spontanément pour un démocrate critiquant la guerre de Gaza.
Et ça lui a fait perdre beaucoup de voix. Par exemple, de tête, je crois que Trump a gagné le Michigan, ce qui n'est pas toujours le cas pour un républicain. Et pourquoi? Parce que les électeurs musulmans sont restés à la maison. Et le Parti démocrate lui-même, il est très travaillé de l'intérieur par la question d'Israël aujourd'hui, et de la guerre de Gaza. Donc je ne pense pas que ça sera la même politique, malgré tout. On peut m'objecter que les géants de la tech se sont substitués aux strates précédentes, enfin se sont ajoutés aux strates précédentes du complexe militaro-industriel, et que leur objectif n'est pas un objectif de renoncement à la politique impériale. Ça, nous sommes d'accord. Non, et au Moyen-Orient, je ne vois pas très bien ce qu'ils pourraient vouloir changer de manière massive ou de manière décisive. Alors, sauf que je pense que nous parlons là comme si les États-Unis et Israël allaient gagner la guerre. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est là qu'il y a l'inconnu. Prévoyons même le cas qui, pour moi, est le cas le plus optimiste du point de vue américano-israélien, qui est de réussir à arrêter cette guerre. Oui, dans quelques semaines. Et de réussir à se retirer en n'ayant pas trop de dégâts. Je pense que ça va avoir d'énormes conséquences là aussi sur le débat interne américain. Et que ça ne sera pas simplement Trump. Ça sera évidemment Trump, tout le monde a lui tombé dessus, d'autant plus qu'il il n'a même pas fait semblant, comme Biden ou Obama, de nous expliquer que c'était pour notre bien qu'il faisait ça. Il dit froidement, il y a des soldats qui vont mourir, c'est comme ça, c'est normal. Bon. Mais en revanche, moi je pense qu'on va aller vers... alors je prends un risque, on pourra me dire que je me suis trompé, je l'assumerai, mais moi je pense qu'on va aller vers une défaite au moins tactique, au terme d'une guerre d'attrition. Du camp occidental. Du camp occidental, oui. Et que ça va avoir des répercussions énormes, parce que ça s'ajoute à l'affaire Epstein, ça s'ajoute à la défaite en Ukraine qui est inéluctable, ça s'ajoute aux difficultés économiques de l'Europe occidentale, ça s'ajoute aux difficultés économiques américaines. Ça fait quand même beaucoup. La barque commence à être bien chargée. Alors, et la Chine et la Russie là-dedans? Parce que pour l'instant, c'est quand même... Bon, il y a des protestations de principe, claires, nettes, répétées, réitérées, pas seulement à l'ONU, il y en a plusieurs. Il y a des coups de fil entre les uns et les autres, il y a la réitération du soutien chinois à l'Iran qui est agressé, et là le ministère des Affaires étrangères russe vient de refaire aussi des déclarations dans le même sens, en appelant à la désescalade, à l'arrêt des combats, à la négociation. Enfin, concrètement, alors oui, il y a eu peut-être un soutien militaire, et notamment en termes j'allais dire numérique, enfin en tout cas permettre aux Iraniens de se défendre au plan anti-aérien en fait, par les Russes et par les Chinois surtout peut-être, mais au-delà de ça, parce que moi je ne vois pas d'engagement militaire direct aux côtés de l'Iran, sauf si, je sais pas, il faudrait... Non, je pense que le seul cas où il y aura un engagement, c'est si c'est dans le cas, alors ça, le scénario catastrophe du point de vue américano-israélien, la supériorité iranienne deviendrait si écrasante que les plus extrémistes du côté américain et israélien se demanderaient s'il faut avoir recours à des armes nucléaires tactiques. Ouais. Et là, je pense que c'est là que la Russie et la Chine entreront. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles pour l'instant, pas en arriver là. Voilà, ils sont plutôt apparemment en arrière de la main. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont compris que l'Occident décadent pour eux, le bal des vampires, comme avait dit Poutine, c'est aussi un Occident qui ne sait plus faire autre chose que des guerres sans fin, des guerres, c'est la guerre éternelle,
Alors avec en plus des résultats militaires mitigés par rapport à Bah oui. l'arrogance des déclarations, Bah mais malgré tout, ça entretient le Moloch, ça entretient la bête. Oui, donc il faut faire attention. Et donc, ils savent, sont des peuples, des nations qui ont été très éprouvées par les conflits du XXe siècle, guerre internationale et guerre civile. Et je pense que la tendance naturelle des deux États, c'est de protéger leur population. Ouais. D'où d'ailleurs cette stratégie très lente en Ukraine qui en agace beaucoup, un peu comme on donne des conseils à l'entraîneur au foot, mais qu'est-ce que il ne fait pas ça, quoi. Donc Poutine, il faudrait qu'il y aille beaucoup plus fort, etc. Oui, ils ont le pied sur le frein. Voilà. J'ai un petit coup de pub. Je publie une lettre mensuelle géopolitique avec mon institut Brennus, ça s'appelle la lettre de Brennus. Mon dernier numéro, c'est sur la stratégie qui est liée à l'Oreshnik. Ouais. Et donc, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, l'Oreshnik, c'est ce missile hypersonique qui a une portée de 5500 km. On dit qu'il pourrait en avoir plus, qui arrive à Mach 12 sur ses objectifs et qui a été utilisé 2 fois par les Russes. En novembre 2024 et puis plus récemment en janvier. Et en janvier, l'engin a été lâché à quelques kilomètres de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Pas loin de Lvov. Bon, et en fait, c'est une arme visiblement terrifiante. Même Macron a eu peur à un moment. Mais il l'envoie sans charge, tellement elle est terrifiante. Voilà. Parce que même sans charge, déjà, ça calme. Mais en fait, quand on voit la logique d'utilisation de cette arme, d'abord, les Russes ont inventé un niveau pré-nucléaire de la dissuasion. C'est le niveau pré-nucléaire de la dissuasion. Et puis en fait, novembre 2024, c'était le moment où c'était la transition entre Biden et Trump, mais dans l'administration Biden, il y avait des fous furieux qui essayaient de laisser une bombe à retardement, c'est le cas de le dire, à Trump. Et puis là, début janvier, il a fallu aussi un peu calmer oui, on les parlait esprits. des tomahawks, Voilà. Et donc, ce sont des armes terrifiantes, mais qui n'ont pas les inconvénients du nucléaire. Et puis en même temps, Poutine a dit, d'ailleurs, quelle cohérence chez les Occidentaux qui ont essayé d'assassiner Poutine à la fin de l'année dernière, ou tout début de l'année. Poutine leur a dit, non, moi je vais vous calmer, puis je vais vous montrer que dans n'importe lequel de vos bunkers, j'ai une arme qui peut tout démolir. Bon, alors ça a fait peur quand même un peu. Là, on a vu Merz, Macron, ils faisaient pas les fiers pendant 2-3 jours. Bon, ils oublient vite, parce que c'est des gamins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la réponse russe à cette mentalité irrationnelle des Occidentaux. Mais parce que je me mets à la place des dirigeants chinois ou russes ou iraniens, vous savez pas comment arrêter des gens irrationnels en face de vous. Non, alors, c'est de pire en pire. Les Chinois, eux, d'abord, les Chinois n'aiment pas faire la guerre historiquement. Donc, ils ont d'autres armes. Le fait de contingenter les terres rares, c'est létal pour l'industrie de la défense américaine. Le fait de vendre des bonds aussi américains. Voilà, exactement. Et c'est vrai. Alors, c'est une stratégie de long terme dont les effets ne se voient pas tout de suite. Mais il y a quand même des informations qui montrent qu'il a fallu sauver au mois de novembre-décembre 2 banques américaines et apparemment pas des moindres. Alors on tait les noms absolument, mais pas des moindres parce que la question des bons argent et le décalage entre leur prix et celui qui existait sur le marché de Shanghai qui pousse l'argent vers le haut. Sauf que les banques américaines ne sont pas capables d'honorer les prix qui sont ceux de Shanghai. Et donc parce que c'est que du papier. Et puis surtout qu'ils en ont promis, ils ont vendu beaucoup plus de tonnes d'argent qu'ils n'en avaient réellement en caisse. Donc, il semblerait qu'il a fallu injecter des dizaines de milliards de dollars pour sauver 2 banques. Oui, j'ai vu 60 milliards. Oui, même on s'est monté à 130 parce qu'il y avait 2 banques. Alors, là encore, c'est les secrets les mieux gardés parce que si on savait ça fait exploser tout le système. C'est pire que les Lehman Brothers en fait. Mais donc la Chine joue cette carte-là de l'étouffement et de l'asphyxie économique progressive de l'adversaire. Bon, et quant aux Iraniens,
ils ont été très patients, trop patients diront certains, naïfs pourrait-on dire. Sauf que là, visiblement, là, c'est fini. C'est fini. Et alors, ça nous pose une question, me semble-t-il, plus générale, qui est, moi, je suis étonné de voir chez les commentateurs, il n'y a pas grand monde qui se rend compte de la haine de l'Occident, que la haine qui se répand alors pas vers les peuples. Hein, la haine qu'inspire l'Occident. Qu'inspire la les dirigeants occidentaux. En tout cas, oui. Et une histoire comme celle de l'école là, qui a été frappée avec, aujourd'hui on a un chiffre de plus de 160 personnes tuées, la plupart des filles qui avaient entre 7 et 12 ans. Moi j'ai vu des tas de blogs, et je parle même pas de réseaux sociaux, je parle même pas de comptes anonymes, je parle de blogs assumés par des observateurs. Maintenant ils parlent de la guerre d'Epstein. Ah oui. Ah oui, c'est l'Occident, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer des petites filles. Donc je pense que, et alors là, je pense que tous nos grands esprits de plateaux télévisés, tous nos experts souvent hallucinés, qui ont vaticiné sur le meurtre de Khamenei comme une bonne chose, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que un groupe d'États comme l'Occident, qui en a appelé aux règles pendant des années, et qui en fait démolit un principe de base des relations internationales. On n'a même pas besoin de l'écrire. C'est une loi non écrite des relations internationales. On ne tue pas le chef de l'État adverse. Ouais. C'est une des lois de la guerre, en fait. On a franchi tous les... Et donc, je crois que la grande question pour la Chine, pour la Russie, pour l'Iran, pour beaucoup d'autres, c'est comment est-ce qu'on contingente, enfin, c'est l'histoire du cordon sanitaire, en fait, puisqu'il paraît qu'on aime bien parler de ça en politique intérieure. Parlons-en en politique extérieure. Nous, les Occidentaux, nous sommes menacés d'un cordon sanitaire par le reste du monde. Je pense que c'est ça. Ah oui, moi je pense que ça sera... Tant que nos dirigeants seront en place. Se comportent comme ça. Ah oui. Je pense que ce n'est pas pardonnable, ces choses-là. Alors après, il y a la question qui est très difficile à estimer parce qu'il y a tellement de propagande et de désinformation, qui est celle du soutien réel de la population iranienne à un éventuel changement de régime, ou bien, au contraire, d'une espèce de bloc, et effectivement le genre de drame comme l'attaque sur l'école, ça pousse a priori plus les gens à... Enfin, quand votre pays est complètement attaqué dans tous les sens, etc., vous n'avez pas... Votre idée première n'est peut-être pas d'aller vous mettre entre les mains de ceux qui sont en train de ruiner votre existence. Alors, et ça, c'est difficile à estimer. Moi, je ne suis pas capable de l'estimer. Non, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Iran non plus, mais je pense que vous comme moi, on réfléchit, on imagine qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères en France. On m'a dit qu'il n'y en avait pas depuis des mois, mais on imagine qu'il y en ait un et qui nous commande une note. Et on va la rédiger ensemble. Ça serait un plaisir. Voilà. On va la rédiger ensemble pour essayer d'évaluer. Alors, justement, il nous l'a demandé parce qu'on n'est pas spécialiste de l'Iran et qu'on va poser des questions un peu basiques. Puis après, il aura le point de vue, en parallèle d'un spécialiste de l'Iran. Il va faire son métier de ministre. Et après ça, il va en faire une synthèse pour la transmettre au Premier ministre et au Président. Bon. Rêvons, hein, c'est beau. C'est beau, hein, c'est émouvant. Ça a existé et ça existera à nouveau. C'est ça surtout qu'il faut se dire. Et moi, qu'est-ce que je dirais je dirais, premièrement, voilà les éléments de vraie faiblesse du régime iranien. Donc, il me semble qu'il y en a un, sur lequel d'ailleurs les Occidentaux ont essayé de jouer, c'est la corruption des intermédiaires. Et c'est vrai que c'est là. D'ailleurs, moi, je me demandais au début si la fragilité de l'Iran face à l'attaque américano-israélienne, c'était pas qu'il se passe la même chose qu'en Syrie. Oui, ou qu'au Venezuela, où ils avaient acheté tout le monde. Voilà. Aussi, hein. Et donc ça, c'était... Alors, visiblement, la corruption qui existe dans tous les États, mais en Iran, elle n'est pas telle que ça ait fait tomber le régime, visiblement, pour l'instant. Alors, deuxième élément de faiblesse, c'est bien sûr le décalage croissant entre ce régime religieux et puis les aspirations d'une population qui se sécularise. Et on a bien vu avec les manifestations pour les droits des femmes, mais remarquons qu'à chaque fois, on a gâché
les mouvements de libération Ouais. en intervenant de l'extérieur. Oui, bah, en essayant de les orienter pour arriver à des objectifs politiques qui ne sont pas forcément voilà. ceux Et donc, souhaités par le peuple. ça nous renvoie par ailleurs à une troisième chose, et moi j'insisterai là-dessus dans la note, qui est, là je vais argumenter comme Emmanuel Todd, une société qui sort d'une assez profonde religiosité et qui se sécularise. Dans la phase intermédiaire, le sentiment national est un substitut au sentiment religieux. Oui. Et donc, je pense que la grande erreur des analystes occidentaux, c'est de ne pas voir qu'il y a, au-delà de tous les clivages, un vrai patriotisme en Iran, un peu comme il pouvait exister chez nous à la fin du XIXe siècle, alors même que la société française s'était beaucoup libéralisée, s'était en partie déchristianisée. Et donc moi, je ferais cette comparaison-là, et je dirais, c'est peut-être pas très malin d'expliquer aux Iraniens qu'on va leur dire qui va être leur leader. C'est ça, moi, que je perçois. Oui, parce qu'ils passent d'un harnais à un autre, quoi, puisqu'en fait, on le leur impose. Et puis pousser le fils Pahlavi, quand même. Alors peut-être qu'on a noirci absolument le père, mais enfin, c'était quand même quelqu'un qui a été pendant longtemps l'instrument des Américains. Oui, bien sûr. Il s'est peut-être rebellé un peu à la fin, et c'est possible. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, mais comme tous ceux qui ont servi les Américains, puis qui après ont essayé de se libérer. Mais je veux dire, la SAVAK, même les jeunes Iraniens qui n'ont pas connu ça, ils savent ce que c'est. Alors je ne dis pas que la police du régime actuel soit sympathique, loin de là, mais on va pas leur dire vous allez retrouver les trucs les plus horribles du passé, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. S'il y avait la mise en place d'un régime occidental, il y aurait chasse aux sorcières, purges. Ah oui, il y aurait des purges. Ça serait absolument terrible. Donc ça m'amène à dire avec prudence. Mais je dirais, si on a à conseiller un politique, un homme politique, un homme d'État français actuellement, il faut lui conseiller ce qui est le mieux dans l'intérêt de notre pays, c'est de ne pas miser sur un effondrement immédiat du régime iranien, loin de là, d'autant plus qu'il a été ressoudé par l'assassinat de Khamenei. Oui. Qui est aussi spirituellement quelque chose de très grave. En plus, puisque ça réveille tout le monde chiite. Ben oui, ça réveille tout le monde chiite. Symboliquement, immatériellement, enfin, c'est quelque chose de très très puissant. Ça a des conséquences au Pakistan, ça a des conséquences en Irak, ça a des conséquences à Bahreïn. Absolument. Donc de ce point de vue-là, et puis je dirais si finalement où tout cela a-t-il commencé? Dans le fait qu'en 1953, on a laissé les Américains et les Britanniques renverser Mossadegh. Bon, et finalement, Mossadegh, ce qu'il avait en tête, c'était une sorte de gaullisme iranien. Donc si nous, notre référence, c'est effectivement une nation républicaine ou démocratique, libre et sécularisée, on n'a pas intérêt à dire vive Pahlavi, quoi. Non, mais je crois que malheureusement, on n'en est plus là. C'est-à-dire, ça, c'est le discours que nous voudrions, une nation iranienne démocratisée, libre et moderne, etc. Mais je pense qu'on est à un niveau de cynisme pire, de cynisme peut-être mal inspiré, de cynisme mal renseigné, de cynisme qui ne comprend pas très bien sur quoi il s'applique finalement, mais qui est en train de prendre, là encore une fois, moi c'est ça qui me renverse, chaque fois c'est la pire des décisions qui est prise. C'est-à-dire, maintenant, on va, comme un seul homme, aux ordres américains, faire ce qu'on va nous demander, soi-disant pour défendre nos alliés du monde arabe contre les frappes iraniennes, après les avoir condamnés sans avoir eu un mot pour le déclenchement de l'offensive américano-israélienne. Enfin, en termes de crédibilité, d'image, c'est dévastateur. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des plans qui étaient même plus durs. Alors, les Israéliens d'un côté, mais aussi
les think tanks néoconservateurs aux États-Unis, ils veulent le morcellement ethnique, démembrer l'Iran. Il y a les mêmes cartes qui circulent sur l'Iran que sur la Russie ou que sur la Chine, puisqu'ils sont, ces gens se sentent tout puissants. Donc, et d'ailleurs, nous les Français, on ferait bien de faire attention, parce que moi, au départ, je suis historien du Troisième Reich, donc je me rappelle ces cartes répandues par la Waffen-SS qui montraient une France des régions, France régionalisée, qui était morcelée ethniquement, parce que c'était l'instrument du pouvoir qui était souhaité. Donc tout ça effectivement devrait inciter des gouvernants français à penser autrement. Bon, si c'est pas cela, ça sera ceux d'après. Oui, alors c'est une parfaite transition avec l'Europe. Oui. Parce que justement, voilà, ces cartes, j'allais dire, de grandes régions, où les États ont disparu, se sont effacés petit à petit. C'est un peu quand même le projet sous-tendu par l'européisme béat dans lequel nous nageons tous en nous noyant gentiment, mais enfin on est tous là malheureusement aux prises avec le système tel qu'il est actuellement en tout cas, et avec peu de résistance, quelques États qui résistent encore, mais pas beaucoup. Donc je voudrais qu'on parle un peu d'Europe. Alors, pas de l'Europe par rapport à l'Iran, parce que là, oui, il y a eu des déclarations de von der Leyen, mais enfin, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, ce qui va se passer en Iran, à mon avis. En revanche, où va-t-on, nous, là, alors, selon vous? Je n'ai pas regardé, quand est-ce que Macron faisait son discours, ou fait son discours aujourd'hui sur le nucléaire, mais oui, c'est vrai. Il faut dire à ceux qui nous écoutent que nous n'avons pas écouté ce discours. C'est vrai. Mais au moment où nous enregistrons. Moi, j'ai compris que nous avons un forcené à la tête de l'État qui a une obsession qui est de partager le nucléaire. Et cela, alors même que, au fond, les Allemands n'en veulent pas pour deux raisons. La première, c'est que s'ils essayent d'avoir la bombe nucléaire, ils voudront l'avoir et la piloter eux-mêmes. C'est pas ce qu'on leur propose. C'est pas ce qu'on leur propose. Et la deuxième, c'est que ils se disent que malgré tout, ils ont réussi à nous manger sur beaucoup d'autres sujets, mais là, ça serait malgré tout l'enjeu de la souveraineté française, donc ça serait absolu, donc ça serait très difficile pour eux à maîtriser. Mais bon, pour moi, ce qui est dramatique, c'est que depuis le début de la guerre d'Ukraine, on a une occasion historique de tirer les conséquences de l'échec de la relation franco-allemande et de profiter pour nous refaire une santé d'un affaiblissement réel de l'Allemagne. Parce que... Oui, grâce à Nord Stream. Grâce à Nord Stream, pour faire court. Grâce à la fin du gaz russe en général, bon marché, plus 30% des prix, grâce aux erreurs de la politique énergétique. Et donc nous aurions toutes les raisons alors je ne vais pas entrer dans un débat sur Frexit, pas Frexit, mais même déjà au sein des institutions européennes... Oui, de réinstaller un rapport de force qui soit moins défavorable. Un vrai rapport de force en créant des majorités de notre côté. Alors, il y a des domaines où je suis convaincu que nous ne pourrons pas rester dans l'Union européenne telle qu'elle est. Mais moi, je suis plutôt sur l'idée d'une rupture sectorielle et progressive. D'abord pour ne pas tout jeter par-dessus bord de ce qui pourrait servir nos intérêts, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement parce que la France est pour l'instant trop affaiblie économiquement pour pouvoir engager un bras de fer avec ses partenaires. Et puis pour une troisième raison, c'est que autant la Grande-Bretagne pouvait se permettre de jouer son splendide isolement parce qu'elle avait en fait un appui américain sur le sujet, autant nous avons besoin d'alliés en Europe si jamais nous cherchons à sortir. Et on va pas sortir d'un seul coup en insultant tout le monde.
Il va falloir trouver des pays qui nous sont favorables et je pense qu'on peut le faire que secteur par secteur. Voilà, ça c'est ma vision, c'est ma philosophie de la chose, même si je suis un grand critique. J'ai voté non à Maastricht, j'ai voté non au traité de 2005, donc je suis un grand critique de l'Union européenne. J'aimais la communauté européenne, sans doute parce qu'elle était dominée par la France. Je n'aime pas l'Union européenne parce que, alors moi je ne mets pas l'euro en soi qui a été mal conçu, mais c'est surtout... moi, j'ai voté non. Le principal motif en 92, c'est parce que l'OTAN était au cœur du système. Et pour moi, Mitterrand aurait été un grand homme si en 90 il avait dit merci l'OTAN. On a gagné la guerre froide. Super. Et ben maintenant la France s'en va. Mais on vous aime beaucoup, hein. Ouais. Mais voilà, ciao. Et bon, enfin voilà. Mais donc moi, je suis bien dans une logique de rupture, mais je suis dans une logique de rupture avec une stratégie. Ouais. Et je pense que, par ailleurs, pour dire les choses, pas très gentiment, mais les Allemands ont trahi la confiance que nous avons mis en eux. Alors, je ne vais pas entrer dans un débat pour savoir si c'était idiot ou pas de mettre autant de confiance dans les Allemands, mais... C'est le problème du couple. Voilà. Mais l'éternel problème du couple. Voilà. Et à ce moment-là, je veux dire, aujourd'hui, si on veut absolument continuer sur l'analogie du couple, on en est à la séparation, en fait, en réalité. Ah oui, nettement. Et donc, il faut en tirer des conséquences. C'est même pas réduit aux acquets, là. Voilà, il faut. Plus, là. Oui, parce que nous, on n'a plus rien. Non, on n'a rien, fumer. Les acquets. Si, on a encore la bombe nucléaire, mais ce forcené veut la donner. Et alors, en plus, si j'ai bien compris le raisonnement, c'est on ne partagera avec vous que si vous faites l'avion franco-allemand. Oui. Donc, c'est-à-dire, si vous plumez d'assaut... Oui, mais c'est double. Oui, voilà, si vous plumez d'assaut, en plus, vous aurez le droit à la bombe nucléaire. C'est double drame pour nous et c'est double crème pour eux. Voilà, c'est ça. Donc, non, il faut arrêter. Et donc, pour moi, il y a ça. Et alors, par ailleurs, moi, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est que je pense que nos hauts fonctionnaires, nos diplomates, tous ceux qui participent au processus de décision politique et étatique, 90-95% de l'énergie va dans l'Union européenne et il n'y a plus rien pour l'outre-mer. Pour le reste, ouais. Et l'outre-mer. Oui, notre outre-mer. Et il n'y a plus rien pour la francophonie, alors que c'est un atout extraordinaire. Dont on ne fait pas grand-chose. Il y aura, si les projections démographiques se confirment, et grâce à l'Afrique, il y aura 700 millions, peut-être 800 millions même de francophones en 2070. C'est un atout énorme pour le pays. Et nous, on a un rôle à jouer précisément dans l'équilibre du monde. Enfin, si on a 450, 500 millions d'hispanophones, 800 millions de francophones, pas beaucoup plus d'anglophones en fait au sens natif face au bloc chinois, face au bloc indien, c'est pas ridicule, je veux dire. Bon. Oui, absolument. Et donc tous ces atouts-là, on les néglige. Et pour moi, c'est un des défauts rédhibitoires de l'Union européenne. Le dernier étant qu'elle nous a coupé de la Russie. Oui, alors c'est le dernier, non des moindres. Et ce qui est dramatique quand on réfléchit bien. On va terminer là-dessus. Et l'Ukraine, docteur? L'Ukraine, je rappelle toujours dans ce genre d'occasion que moi, j'y suis allé plusieurs fois il y a 20 ans. Et que j'ai un véritable, je ne sais pas si c'est du dégoût, de la hargne, de la haine, maintenant, j'assume, vis-à-vis de tous les experts de plateau et de tous ces politiques qui nous ont expliqué c'est génial la guerre, les Ukrainiens, ils vont gagner, etc. Pour moi, tous les noms qu'on entend, j'y suis allé. Pour moi, c'est des visages, c'est des villes, et donc je trouve ce qu'on a fait du peuple ukrainien, la manière dont on l'a instrumentalisé, est atroce. Alors, ensuite, les Ukrainiens ont été en partie consentants. Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre en tout cas, leurs dirigeants. En tout cas, leurs dirigeants. Oui. Et puis, bon, je pense qu'il y a en particulier en Ukraine de l'Ouest, mais pas seulement, il y a une russophobie qui s'est installée ces 20-30 dernières années de manière un peu absurde.
Objectivement, je pense que nous, Français, nous avons beaucoup perdu parce que nous aurions pu avoir un rôle de médiation, un rôle de modération des Européens. Bon, de toute façon, c'est fait. Maintenant, je pense que comme il y a la guerre d'Iran, on va beaucoup moins s'intéresser à la guerre d'Ukraine. La Russie, maintenant, me semble-t-il, a compris que Trump n'était pas un partenaire fiable, puis elle l'aurait compris au plus tard avec l'assassinat de Khamenei. Donc elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Et donc j'imagine que c'est Odessa, que c'est le contrôle d'Odessa, c'est le contrôle de la côte, c'est la protection de la Transnistrie, donc c'est la nouvelle Russie. Je vais aller très loin dans le cynisme. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une forme, pas forcément d'accord, mais de compréhension tacite mutuelle entre un Trump et un Poutine sur le thème, mais ce serait pour moi une mauvaise évaluation par la Russie de ses intérêts globaux, hein, mais sur le thème, tu vas pas voler au secours peut-être de l'Iran, mais pendant ce temps, tu avances en Ukraine. Et moi, il n'y a plus de paix pour l'instant. Donc tu peux continuer à démontrer plus encore la réalité de la main russe, enfin de l'avantage russe militaire en Ukraine, et de pouvoir aussi, le moment venu, faire un accord qui soit plus cohérent entre l'intégration des fameux 4 oblasts formellement dans la Fédération de Russie et le fait quand même qu'il y en a 2 qui ne sont pas du tout sous contrôle russe, Kherson et Zaporizhia, et Donetsk qui ne l'est pas non plus encore, totalement. Alors, j'entends... C'est une thèse que je me suis posé la même question. Je l'ai entendue défendue par des gens souvent très très fins analystes. On pense contre soi-même. Il faut aussi penser bien sûr. Contre soi-même. Moi, là où je suis sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que lâcher l'Iran, la Chine de toute façon, me semble-t-il, ne le permettra pas. Donc la Russie peut jouer un jeu un peu trouble, c'est possible. Je ne pense pas. Je pense pas parce qu'en fait la préoccupation russe, c'est aussi la poussée turque. Absolument. Ouais. Et ils ont besoin de l'Iran. Ils ont besoin de l'Iran. Et puis on parlait du corridor nord-sud. Si l'Iran lâche, il n'y aura pas de corridor nord-sud. Donc je crois pas. Quand bien même Poutine aurait finalement joué la bonne foi avec Trump et tendu la main, certains disent un peu trop longtemps, le comportement de Trump au Venezuela et en Iran, de toute façon, je crois que ça devient rédhibitoire. Mais il faut comprendre, me semble-t-il, la complexité pour la Russie, même s'ils ont un afflux de population venue d'Ukraine, ils seront guère plus de 150 millions. Et c'est leur faiblesse. Oui, démographie. La démographie est leur faiblesse, et donc ils ne peuvent pas disperser leurs forces. Alors, par ailleurs, donc vous voulez dire en venant au secour éventuellement des Iraniens au plan quoi? Oui, en s'engageant massivement et en ayant une confrontation. Non, puis même on ne peut pas avoir deux fronts. Et puis c'est le pays le plus grand du monde en termes géographiques. Donc moi la vision que j'ai plutôt c'est cette prudence face à l'irrationalité occidentale. Et l'idée que on frappera, mais uniquement en riposte. Si jamais. Donc effectivement, je pense que si ça tournait très mal pour l'Iran, la Russie se mobiliserait. Mais en réalité, moi, ce que j'ai observé, il faut faire attention. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation occidentale. Ah, énormément. On a vu paraître les articles là, dans Politico ou ailleurs qui nous expliquaient qu'en fait, les Iraniens étaient en train de comprendre qui étaient vraiment les Russes, qui n'étaient pas des gens fiables, etc. Il y a des gens qui sont, il y a des gens aussi qui sont géniaux parce qu'ils sont toujours sous le tapis quand il y a une conversation secrète. Il y en a un que j'aime bien parce que
on apprend quand même des choses. C'est John Helmer qui avec son truc Danse avec les ours là. Mais alors il y a des moments où on se dit mais t'étais quand même t'étais sous le tapis. Ou alors t'as une trappe sur le bureau de Poutine. C'était plus fort que le FSB quoi. Et donc alors, il faut faire la part des choses. Je connais des gens qui sont des analystes puissants et qui disent, alors j'aime bien cette formule, le problème des Russes, c'est qu'ils s'arrêtent au milieu du Rubicon et ils se mettent à pêcher. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a cette notion aussi du temps, du rythme. Voilà, il y a un peu de ça. Oui. Il y a un peu de ça. Mais sur le fond, je crois que l'équilibre, en fait, c'est-à-dire que, rappelons-nous ce qui s'est... On a encore quelques minutes là. Oui, absolument. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Moi, je donne ma vision de la guerre en quelques phrases, mais parce qu'on entend tellement de bêtises 4 ans après. Les Russes rentrent à 1 contre 3. Il y a une manœuvre de diversion sur Kiev, parce qu'ils veulent s'emparer de matériaux nucléaires à la centrale de Zaporogié, et pour ça ils ont besoin d'être tranquilles, et puis parce qu'ils veulent protéger la Crimée. Donc ils empêchent la jonction des armées ukrainiennes qui était prévue pour quelques semaines plus tard. Bon. Et ils lancent les premiers Kinjal, missiles de type hypersonique, qui font très très peur aux Ukrainiens. Du coup, les Ukrainiens veulent négocier. Et on est presque à un accord à Istanbul. Bon. Et c'est là que Johnson, mais en fait les Américains aussi, disent... Johnson était envoyé. Disent aux Ukrainiens, non, ne faites pas, on va vous soutenir, etc. Donc, alors on a dit quelle défaite, la Russie se retire de Kiev. Non, pas du tout. Non. Ils ont, un peu comme les Iraniens, ils ont fait preuve de bonne foi. Pendant les négos, oui, ils ont retiré leurs troupes. Pendant les négos. Bon, et puis alors la guerre repart, et puis effectivement, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et que sans doute les Russes eux-mêmes n'avaient pas anticipé. La disposition de la société ukrainienne à se faire tuer massivement comme ça. Je m'engage pas dans un débat sur les chiffres, mais aujourd'hui, on voit simplement par les chiffres lors des échanges de corps, de prisonniers, soit de prisonniers ou de morts qui sont restitués des deux côtés. 35 versus 1000. Donc on a aujourd'hui un différentiel de pertes qui est gigantesque. Et on a une vraie question. La disposition des Ukrainiens à aller se faire tuer sans se révolter. Alors, en même temps, moi, j'ai jamais cru que l'Ukraine était la démocratie modèle qu'on nous vend. Et le SBU, c'est un reste de l'ancienne Union soviétique, avec en plus l'aspect de corruption et de mafia. Donc, je pense qu'ils ont très peur, plus les bataillons néo-nazis, qui sont des réalités. Hein. C'est pas de la propagande russe. Moi, je les ai vus déjà il y a 20 ans. Donc, et donc, je pense qu'à ce moment-là, les Russes sont entrés dans la logique d'une guerre longue. Oui. J'entends bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat à Moscou sur la question deux questions. D'abord, de savoir si, malgré le comportement de Trump, on joue quand même la carte d'un accord économique avec les États-Unis. Première question. Et puis, deuxième question, est-ce qu'on passe le braquet supérieur pour finir la guerre assez rapidement ? Sans attendre encore 2 ans. Voilà, et ça, j'entends bien. Ensuite, Poutine, je veux dire, lui, il voit ça dans le temps long. Il est au pouvoir depuis bientôt 25 ans, un quart de siècle. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais de toute façon, ne nous faites pas ne nous faisons pas. Biais. Voilà, ne nous faisons pas d'illusions. Si Poutine était remplacé, il sera remplacé par des plus durs. Ah oui, bah ça c'est sûr. C'est pas du tout ce qu'imaginent nos experts de plateau. Bon bah ça me semble une belle dernière phrase. Voilà. Nous avons ici notre petit plateau. Ah ouais, sans prétention, mais où j'ai le plaisir de recevoir des hommes de qualité. Voilà, on a pu dire beaucoup de choses. Exactement, mais merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Édouard. Un honneur d'être invité ici. Mais ça m'a fait un grand plaisir. J'espère que cette émission vous aura plu. D'ailleurs, elle vous aura plu. Vous allez appuyer, dire que vous aimez, liker, partager, vous abonner.
nous soutenir la chaîne via Tipeee, via les abonnements au cercle des Amis de Paix et Guerre. Tout ça est en description de cette vidéo, comme des autres. Merci encore une fois. Et puis la prochaine fois, notre prochain entretien géopolitiquement incorrect se fera peut-être, malheureusement, parce que je ne suis pas certaine d'être là à bon rythme, se fera peut-être à distance, à travers un Zoom avec notre invité, pour des raisons pratiques et de manière exceptionnelle, naturellement. Voilà, à très bientôt, chers amis. Merci de votre attention.